Bonjour, bienvenue dans Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Vous en avez l'habitude, je reçois chaque mois des personnalités qui partagent la conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique, sans oublier bien sûr le domaine scientifique avec l'enjeu essentiel de la tech et de l'intelligence artificielle. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez évident, compte tenu de la masse de défis auxquels nous sommes confrontés, que nous ne pourrons pas nous priver d'une partie des capacités et que donc, il faut davantage de femmes en responsabilité. Question de justice, question d'équilibre, mais aussi, au moins autant, question de performance tout court, économique et de capacité de progrès. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord Ayumi Moreh-Aoki, qui est la présidente fondatrice de Women in Tech, qui est une structure de l'entrepreneuriat social et solidaire, qui est d'envergure internationale et qui a pour ambition d'accompagner 5 millions de femmes sur le chemin de la tech. Notre grand témoin sera ensuite Elisabeth Moreno, alors connue pour avoir été ministre, mais également depuis longtemps femme d'entreprise, internationale, très engagée dans la cause justement des femmes de l'égalité et qui pourra donc, qui a d'ailleurs créé récemment une fondation à la puissance du lien et qui pourra donc nous donner sa vision un petit peu panoramique sur la position des femmes dans le monde. Et enfin, je ferai le portrait de Margot Chaplet, qui est la dirigeante de l'entreprise DC, qui est une ETI installée en Loire-Atlantique, qui est spécialisée dans tout ce qui est fermeture extérieure, fenêtres en PVC et en aluminium. Voilà donc le programme du jour et je commence tout de suite avec Ayumi Moreh-Aoki. Bonjour Ayumi Moreh-Aoki. Ravi de vous recevoir, bienvenue. Donc, quand j'ai dit en introduction qu'il fallait que les femmes occupent leur juste place, notamment dans le domaine de la tech, je sais que vous êtes bien convaincu de cela, puisque vous avez, vous, cette ambition quand même importante de 5 millions de femmes accompagnées. Alors, dites-nous pourquoi vous avez créé finalement Women in Tech et en quoi ça consiste. Et merci beaucoup de me recevoir, surtout pour cette cause qui me tient tellement à cœur et que je trouve que c'est un enjeu majeur dans le monde aujourd'hui. Donc j'ai créé Women in Tech, l'idée m'est venue en 2017. Moi-même, quelqu'un qui était dans la tech depuis 10 ans, avec une conversion assez tardive dans le milieu. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la technologie, mais je pensais qu'il était 2017, les choses étaient en train de s'arranger. Oui. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait les cas étaient en train de grandir, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où est venue l'idée de Women in Tech. Et tout de suite, c'était une ambition de faire ça globalement, parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde où nous avons trouvé la parité des genres et néanmoins non plus de parité de représentation de féminine dans la technologie. Oui, alors comme vous avez un parcours à la fois familial et de travail très international, vous avez cette expérience qui vous permet beaucoup de choses. D'ailleurs, vous me disiez qu'au départ, vous l'avez créé sous forme associative et puis vous êtes passé en entreprise sociale et solidaire. Voilà. C'était ? Oui, tout à fait. Alors, je commençais comme une association parce que je me suis dit, on va sauver le monde, tout le monde va vouloir nous aider. Et en fait, la réalité des choses était très différente. En tout cas, on a pu brasser beaucoup de bénévoles et des gens qui veulent nous aider, mais financièrement, c'était pas ça. Et donc, nous avons dû trouver un modèle économique pour pouvoir nous accompagner dans notre démarche et avec notre ambition. Et c'était via des partenariats, mais qui étaient vraiment avec des services, des propositions des services, que ce soit des services en capacitation technologique pour les femmes, des programmes de mentoring et beaucoup d'événements. Et donc, nous avons trouvé notre propre modèle économique. Et tant mieux, parce que ça nous permet de pouvoir être pérenne, d'être sustainable, comme on dit, d'être indépendant. Bien sûr. Et alors là, vous avez dit que Women in Tech consiste en accompagnement, événements, mentorat, etc. Donc vous déployez tout un tas de capacités. Et je sais que là, vous préparez un événement important qui va se tenir à Osaka. Alors, illustrez-nous au travers de Osaka, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qui va se passer et en quoi ça va faire avancer. Alors, Osaka, ça va être notre 4e sommet mondial. Donc, depuis 3 ans, on les fait ici en France, sous le patronage du président Emmanuel Macron. Et la première fois, on va faire à Osaka. Pourquoi? Parce que c'est l'Expo 2025. Donc, ça a lieu tous les 5 ans uniquement. Et là, ça va être le rendez-vous pour toutes les délégations du monde entier. Donc, aujourd'hui, Women in Tech Global, nous avons des antennes dans plus de 60 pays. 60 pays? Oui, plus de 60 pays. Sur tous les continents, je crois. Dans tous les continents, exactement. Là, il y a 2 semaines, j'étais au Kazakhstan, etc. Donc, tous les continents.
Parlement. Donc, c'est notre endroit où toutes ces délégations vont venir. Mais c'est pas juste un meet-up. C'est un endroit où on va pouvoir être au courant, former aussi des femmes pour pouvoir être elles-mêmes formatrices derrière, mais aussi convenir, parler avec des hauts dirigeants, parce qu'il y a des gens qui sont du gouvernement, d'académia, multi-stakeholder. Et également, nous allons lancer le protocole d'Osaka. Oui, vous m'avez dit que ça ressemblait au protocole de Kyoto, mais pour une autre thématique. Voilà, pour l'autre thématique des femmes dans les STEM. Voilà. D'accord. Donc comme ça, on peut vraiment pousser pour avoir des engagements concrets, chiffrés, pour avoir plus de femmes. Donc ça dure combien de temps Ça va durer 3 jours. 3 jours. Et vous m'avez dit que là, parce que déjà, moi j'étais impressionnée par le 5 millions, et vous m'avez dit que là, vous espériez encore davantage d'engagement. Alors c'est avant 2030, c'est pas tout de suite. Oui, c'est pour 2030. Donc nous, en fait, depuis 2018, la mission était toujours de 5 millions, et on a fait beaucoup, mais que plus d'un demi-million. Donc je me suis dit, si on veut arriver à 5 millions, on ne peut pas le faire toute seule. Et parfois, quand la mission et l'objectif est tellement grand, il faut vraiment démultiplier et ne pas faire toute seule. Et c'est pour ça que le protocole d'Osaka, c'est de pouvoir atteindre 100 millions. 100 millions. Mais par contre, on ne fera pas ça tout seul. Ça veut dire qu'on va amener collectivement les efforts des pays, des associations, des fondations, des entreprises, du public et du privé, pour pouvoir ensemble atteindre cet objectif. Et comment vous faites pour recruter, entre guillemets, attirer des États, puisque vous m'avez cité des États, des entreprises, comment, juste en quelques mots, mais comment on fait ? En fait, avec ces antennes-là, toutes les personnes qui dirigent ces différentes antennes dans des pays, elles sont bien structurées, elles sont bien connectées. Et puis surtout, elles ont déjà fait le travail sur le terrain. Donc elles montrent au gouvernement, voilà ce qu'on fait. Voici les résultats. Est-ce que vous voulez nous soutenir? Est-ce que vous voulez aller plus loin? Et encore une fois, on ne leur demande pas de l'argent, on demande juste de nous soutenir et de tenir à leurs engagements. Bravo, écoutez, vraiment un bel engagement, une belle action. Donc on vous souhaite tout le succès pour Osaka. Merci beaucoup. Et puis alors, je vais recevoir après vous quelqu'un qui ne va pas démentir l'intérêt d'Osaka, puisque c'est Elisabeth Moreno, vous le savez. Et je sais qu'elle aussi sera présente au travers de la Fondation Femmes à Numérique. Exactement. Donc, alors Elisabeth Moreno, c'est quelqu'un qui est très très cher pour moi personnellement et aussi pour toute notre organisation, parce que pendant qu'elle était encore ministre de l'égalité, c'était une des premières à me recevoir, prendre le petit déjeuner avec du temps. Elle nous a toujours soutenus depuis 3 ans déjà. Et elle sert avec nous en tant que présidente de notre délégation française. Donc je suis très fière. Très bien, bravo pour tout ça. Merci beaucoup Ayumi, merci. Merci. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Marie-Claire Bianco et merci pour l'invitation. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Alors Elisabeth, votre fonction de ministre de l'égalité homme-femme, inclusion, égalité des chances sous le gouvernement Castex vous a mise en lumière, mais vous aviez d'ores et déjà quand même un parcours très riche derrière vous, de femme d'entreprise internationale, de leader engagé, et puis aujourd'hui vous avez de nombreuses fonctions. Alors je vais juste citer, vous êtes aujourd'hui président du conseil de Ring Capital, un fonds d'investissement. Vous avez lancé Ring Africa, fonds d'investissement également. On a parlé à l'instant avec Ayumi Moreaoki de Femmes à Numérique, que vous présidez aussi. Et puis récemment, donc, vous avez fondé, comme si ça ne suffisait pas, vous avez fondé La Puissance du Lien. Finalement, c'est ce qui rassemble un petit peu tout ça. Bref, donc vous avez vraiment un spectre très large et je me réjouis de pouvoir vous entendre sur la position des femmes un petit peu partout. Sachant que quand on a préparé notre émission, vous m'avez dit que vous reveniez d'un événement international où vous aviez rencontré 3000 femmes en colère. Alors, est-ce que ces femmes étaient en colère à cause des mesures récentes et absolument insupportables de suppression des programmes d'INI du gouvernement américain? Écoutez, je pense qu'elles étaient en colère parce que, encore une fois, elles constataient que les États-Unis, en ce qui concerne les droits des femmes, sont capables du meilleur comme du pire. Il y a un énorme paradoxe dans ce pays. C'est un pays qui a vu des femmes extraordinaires émerger. Je pense à Gloria Steinem notamment, Angela Davis et toutes ces femmes. Et c'est un pays qui est capable d'envoyer les femmes dans l'espace, mais qui n'est pas capable de leur garantir leurs droits les plus fondamentaux sur Terre. C'est un pays qui n'est absolument
pas un modèle quand il y a ce retour en arrière en 2022 sur le droit à disposer de son corps, le droit à l'IVG. On ne s'attendait certes pas à ce qu'un pays comme les États-Unis fasse quelque chose comme ça. Quand vous regardez le nombre de femmes dans les conseils d'administration, ils ne sont pas un modèle non plus. Bien sûr. C'est un pays dans lequel les discriminations sont encore très fortes sur les femmes latinos, les femmes noires, etc., etc. Donc moi je dis souvent, pour qu'il y ait un backlash, encore faudrait-il qu'il y ait eu de très grands progrès. Et on ne peut pas dire que les États-Unis soient un modèle en la matière. Donc, elles étaient en colère, je pense, parce que on s'attend à ce que l'une des plus vieilles démocraties du monde comprenne que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça n'est pas un effet de mode, ça devrait être une boussole. Et je pense que c'est pour ça qu'elles étaient en colère. Et alors, est-ce que vous pensez néanmoins que ces volontés vont être suivies? Enfin, est-ce que dans le monde des entreprises tel que nous le connaissons, donc dans les différents pays, est-ce que vous pensez que ça va être suivi des faits, ou est-ce qu'il va y avoir une saine résistance qui va faire que les programmes de diversité vont se poursuivre, que les choix de nomination vont continuer? Écoutez, moi j'ai été particulièrement surprise de voir des entreprises comme Accenture qui depuis plus de 20 ans nous vend à prix d'or des études qui nous disent combien la diversité, la parité, la mixité sont importantes pour la performance, la résilience, l'innovation des entreprises, à être les premières à annoncer ce retour. Alors, ces entreprises nous expliquent qu'elles n'ont pas le choix, que c'est la loi. Mais je crois que, justement, ces questions de diversité, d'équité, d'inclusion, ce sont des questions qui s'incarnent. Et c'est justement dans les moments difficiles qu'il faut montrer nos convictions les plus profondes. Et je pense qu'en termes d'image, en termes de réputation, en termes de crédibilité, ces entreprises-là en prennent un coup. Maintenant, celles qui se retirent sont probablement celles qui ne se sont pas engagées de manière sincère. Et ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises, et je salue toutes ces entreprises françaises. On a fait beaucoup d'actions avec L'Oréal, avec Sodexo. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui disent, mais en fait, on est juste pragmatique. On ne peut pas se passer de 50% des talents. Bien sûr. On a besoin, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont en tension. Ça paraît évident. Et je leur réponds, bravo. Parce que de la même manière que vous ne triez pas vos clients, vous devriez être intelligent et ne pas trier vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et quand on voit l'État fédéral envoyer des lettres aux entreprises européennes pour leur dire avec qui elles peuvent travailler ou pas, on peut se poser la question sur l'époque à laquelle nous vivons. Oui, c'est assez dramatique, effectivement. Alors justement, comme vous avez quand même une vision au travers de différents mondes économiques, politiques, associatifs, etc., finalement, au-delà de ce phénomène récent, mais vous trouvez que comment vous jugez l'évolution de la position des femmes? Alors, moi, je parle uniquement des femmes dans le monde essentiellement économique, politique, enfin, dans les sphères de pouvoir. Je ne suis pas sur le thème des violences qui, malheureusement, existent aussi. Comment vous jugez cette évolution? Et puis après, en quelques mots, vous nous direz comment on peut surtout accélérer, puisqu'il va falloir quand même accélérer. Je vais juste dire un mot sur les violences. C'est extrêmement violent pour une femme de lire qu'un gouvernement demande aux entreprises de ne plus travailler avec les femmes, les personnes issues des minorités et des personnes en situation de handicap. Psychologiquement, c'est extrêmement violent. C'est une violence aussi, bien sûr. On ne peut pas le négliger, y compris dans le monde de l'entreprise, parce qu'elle n'est pas, imperméable à ce qui se passe dans le monde. Moi, je veux quand même insister sur le fait que malgré ce qu'on voit aux États-Unis, les choses avancent. Et on n'arrête pas le progrès. Et les femmes et les nouvelles générations en particulier sont trop mobilisées pour qu'on recule sur ces sujets. Moi, j'étais dans un lycée à Tours il y a 2 semaines et la vigueur, l'envie, la motivation de cette jeunesse fait plaisir à voir. Mais beaucoup d'entreprises aussi, à la faveur de l'éducation, à la faveur on va dire, de la prise de conscience de toutes ces inégalités, ont compris des choses qui étaient acceptables et tolérables il y a quelques années. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. D'abord parce qu'il y a une conscientisation de ce qui est injuste, parce que je voudrais quand même insister sur une chose. Ça n'est pas la diversité ou la parité qui crée des tensions. Ce qui crée des tensions, c'est l'injustice. Bien sûr. Et si le gouvernement Trump pense qu'en excluant, parce que quand on n'inclut pas, on exclut, qu'en excluant, il va créer de la paix, je pense qu'il se trouve lourdement. Nous sommes d'accord.
quelques mots, l'accélération, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut continuer à miser sur l'éducation parce que plus tôt vous sensibilisez les jeunes filles et les jeunes hommes aux injustices d'être discriminés, humiliés, rejetés du fait de votre genre ou de votre orientation sexuelle ou de votre couleur de peau, plus vous éduquez tôt, plus on avance. Nelson Mandela disait qu'on ne naît pas on n'est pas raciste ou sexiste et donc on peut apprendre à accueillir et accepter l'autre. Première chose. Deuxième chose, la sensibilisation. Tout le monde n'exclut pas volontairement. Donc, si les entreprises continuent de sensibiliser, en s'intéressant à leur activité, à leur cœur de métier, je pense qu'on progressera. Et puis enfin, de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Il y a suffisamment de dangers à l'extérieur sans qu'on en crée à l'intérieur. Donc, travailler ensemble, donner des moyens légaux. La loi est importante. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous fera progresser. Bon, bah écoutez, c'est comme d'habitude, quand on vous entend, il y a toujours cet enthousiasme très positif que je partage totalement et dont je vous remercie parce que c'est un témoignage où on sent à la fois votre conviction, votre sincérité, vous, et à la fois votre confiance finalement, votre optimisme par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. J'ai confiance en l'avenir. Derrière toutes les crises, il y a des opportunités. Merci pour tout ça, Elisabeth. Merci bien. Bonjour Margot Chaplet. Bonjour. Bienvenue dans Smart Woman. Merci. Alors Margot, vous savez que je réalise des portraits, donc des interviews portraits de dirigeantes d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, dans tous les territoires pour montrer la diversité, pour montrer la richesse de ce que nous avons en termes de tissu économique avec des femmes aux manettes. Alors vous, je ne vous connaissais pas au départ, mais je vous ai repéré entre guillemets parce que vous avez été lauréate du prix qui s'appelle French Women Entrepreneur 40, qui est BNP Paribas Women's Forum. Et donc, j'ai vu que vous dirigiez effectivement une ETI. Alors, vous co-dirigez, votre père était encore présent, vous co-dirigez une ETI qui est en Loire-Atlantique, qui s'appelle DC et qui commercialise donc des menuiseries extérieures. Vous allez bien sûr nous en parler. Mais bon, commençons par le début, toujours pareil. Racontez-nous le début de l'entreprise. Donc c'est exactement ça. C'est mon papa qui a créé l'entreprise en 1994, qui a commencé avec une première entreprise en 1994 et qui au fur et à mesure des années a développé de nouveaux produits, toujours axés autour des produits de la fermeture. Donc tout sauf les menuiseries, les fenêtres et les portes d'entrée. C'était un homme de commerce et il avait envie d'être autonome en fait dans sa manière de fabriquer, de pouvoir livrer ses clients, de distribuer ses produits. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans l'aventure. Alors lui, il s'est lancé, mais vous, votre début à vous, c'est-à-dire vous l'avez rejoint quand, comment, vous étiez prête, pas prête, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Alors, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'entreprise, quasiment à quelques mois près. Juste après mes études, en fait, j'ai fait une école de commerce à Paris, avec un double diplôme à Bordeaux pour la gouvernance des entreprises familiales, parce qu'il y avait vraiment cet attrait autour de l'entreprise familiale. Et puis à la suite des études, en fait, mon papa disait « je vais prendre ma retraite, j'aimerais partir dans pas trop longtemps ». Donc il fallait arriver vite finalement. Donc j'ai pas eu d'expérience professionnelle en dehors de l'entreprise exactement, mais en fait au contact de mon père, j'ai évolué dans l'entreprise. Et vous êtes entrée donc dans une fonction qui était... Dans quel métier vous étiez au départ? Plutôt au départ, à la communication. Pas dirigeante. Non, pas du tout. Ah non, puis alors j'étais loin de ça. Plutôt à la communication, parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait. Il y a un vrai souci générationnel finalement entre nous. Et les évolutions en termes de communication, mon papa les a pas du tout suivies. Donc il fallait mettre un petit peu un booster là-dedans, exactement. Donc on a commencé par ça. Et puis le service commercial où j'assistais en fait l'assistante de mon papa, qui est aujourd'hui notre directrice commerciale, au quotidien. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut que je prenne mon envol aussi finalement. Voilà, ça c'est bien. Indépendance. Combien de temps après être entré dans l'entreprise, parce que donc on a compris que vous étiez formaté entre guillemets dans le bon sens du terme pour prendre la succession. Donc ça, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Vos études étaient tournées vers ça. Donc bon. Mais combien de temps après être entré, vous avez considéré qu'il fallait que vous preniez votre envol? Il s'est passé à peu près 4 ans. 4 ans. Oui, pour changer de bureau en fait, pour prendre mon bureau solo. C'est ça, 4 ans. Ouais. Et alors à ce moment-là, vous avez pris parce que finalement, vous avez apporté à ce moment-là des compétences. Alors, vous avez commencé à le dire avec la communication, qui n'était pas l'esprit de votre père à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous avez apporté, vous, vraiment de nouveau et de mobilisateur dans l'entreprise? Donc, on a créé un vrai service communication, déjà, où moi, je n'en faisais plus partie. Vous avez vraiment un vrai service de personnes qui s'occupent que de ça, et encore aujourd'hui, qui a évolué. Et puis, moi, je me suis plutôt axée, en fait, sur les sujets plus généraux de l'entreprise, qui permettaient à mon papa de se détacher aussi. Donc, tout ce qui était finance, mais aussi
aussi production, d'être au contact des responsables de production, parce que nous avons un responsable par site de production. Donc il y avait aussi besoin pour eux, en fait, qu'ils aient des liens avec la direction au quotidien. Donc c'est aussi sur ces sujets-là que je me suis vraiment concentrée. La partie commerciale, je l'ai toujours laissée de côté, parce que c'est vraiment le là dada. que votre père intervient. Exactement. Bien sûr, d'accord. Et donc vous avez vraiment fait bouger l'entreprise par rapport à ce qu'elle était. Quand vous avez donc pris cet envol, comme vous dites, à l'intérieur de l'entreprise, donc maintenant ça fait 6-7 ans, 6-7 ans à peu près, donc vous allez nous parler, vous allez nous donner un petit peu la carte d'identité de DC aujourd'hui, mais finalement, donnez-nous aussi l'évolution de l'entreprise dans ces 6-7 ans. Elle a gagné des nouveaux marchés, des nouveaux pays, elle a créé des sites de production. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment? Alors déjà, il y a eu la crise Covid. Oui, ça commence par là. Voilà, en fait, aujourd'hui, on parle de ça en premier. Ça a été un sacré accélérateur chez nous parce que notre chiffre d'affaires a vraiment été multiplié. Tous les Français refaisaient les maisons. Exactement. On est devenu un produit de décoration. Avant, on était un produit de protection. On est devenu un produit de décoration. Les personnes qui achètent un portail ou même des volets, il y a un vrai choix esthétique qui est mis derrière ça, en fait. C'est plus juste du pratico-pratique. Donc, il y a eu ça. On a aussi construit de nouvelles usines, du coup, parce que beaucoup de volume à traiter. Donc, il fallait avoir des mètres carrés pour pouvoir pouvoir produire les produits. Ce qui, en général, on ne peut pas faire ça très rapidement. Vous avez réussi à le faire dans des temps courts, finalement. Oui, mais alors ça, c'est très familial. Quand mon papa a une idée derrière la tête, il faut très vite que ce soit sorti de terre. Et les artisans avec lesquels on travaille, ils sont rodés à l'exercice. Donc, c'était l'avantage aussi, c'est qu'on a pu aller très très vite là-dessus. Et puis on a développé avec de nouveaux secteurs, d'aller à la conquête de nouveaux territoires finalement, tout en préservant les clients que nous avions sur nos secteurs historiques. Parce qu'il ne faut pas non plus... c'est très bien d'aller chercher du volume, mais il faut aussi continuer à servir les clients correctement. La qualité est très importante. Aujourd'hui, combien de salariés, combien de sites, chiffre d'affaires, les grands signes? Alors aujourd'hui, on est 350 collaborateurs. On a baissé un petit peu suite à la crise Covid, parce qu'on a eu quand même un recul dans le monde du bâtiment. Exactement. On a clôturé en 2024 à environ 61 millions de chiffre d'affaires, et on a 3 sites de production. D'accord, qui sont en France. Dans le 44. Dans le 44, d'accord. Donc c'est très localisé. Région nantaise. Et en termes de marché, vous adressez, alors vous vendez à des points P, Exactement. Voilà, vous ne vendez pas directement aux artisans directement et pas aux particuliers. On vend vraiment à des négoces spécialisés en B2B et ensuite à des magasins spécialisés, des réseaux indépendants ou des spécialistes qui font fourniture et pose auprès du particulier. On n'est pas présent en grande surface de bricolage, par exemple. D'accord. Et pour l'instant, ce n'est pas dans vos objectifs non plus. D'accord. Non. Alors, vous m'avez dit que là, vous étiez en train de recruter, je crois, un nouveau directeur côté industrie. Il est arrivé lundi. Il est arrivé lundi. Voilà. Alors, l'émission tombe à pic. Donc aujourd'hui, finalement, alors on comprend que votre père est toujours là. On redira un mot quand même sur le côté, justement, transmission, parce que c'est important. Mais quels sont vos défis aujourd'hui? Pour vous, les enjeux majeurs de l'entreprise, quels sont-ils? Alors, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, déjà, de retrouver une certaine stabilité au sein de l'entreprise, parce que la crise qu'on a vécue avec la Covid, on a été très très haut dans plein de choses finalement, sauf que grandir si vite, pour rééquilibrer ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a aujourd'hui un grand travail de stabilité à faire en interne. Développer aussi de nouveaux produits, alors pas de nouveaux produits en tant que tels, pas aller par exemple faire de la porte d'entrée ou un autre produit, mais développer nos produits à nous en pensant davantage en fait à l'usage du particulier. Oui, parce que vous faites beaucoup de sur-mesure. On ne faisons que du sur-mesure, on n'a pas du tout de stock de produits finis. Et aujourd'hui, comme on est devenu un produit de décoration et un produit qui est vraiment pratique pour le particulier, il faut qu'on pense à son usage. Donc à l'usage du particulier au quotidien et aussi à l'installation du produit auprès de nos revendeurs. Oui, la facilité d'installation. Exactement, parce que plus on pose vite et bien, le client peut prendre plusieurs autres chantiers et c'est quand même bénéfique pour tout le monde. Donc c'est aussi de grands enjeux et puis de développer notre force commerciale. Oui. Aujourd'hui, on est présent sur la moitié de la France, si on veut un petit peu schématiser exactement, et on a vraiment d'autres territoires en France à aller conquérir. Et vous me disiez que vous avez justement des enjeux RH, et vous avez d'ailleurs pris conscience à quel point toute la fonction RH conçue un petit peu différemment pouvait aussi apporter à l'entreprise. Exactement, oui. Et puis autour de nombreux projets avec la RSE ou ce genre de choses, on n'était pas du tout axé là-dessus, en fait, il y a quelques années. Et on s'est un peu forcé à aller voir ce que c'était. Et au final, on a pris énormément
énormément de plaisir à travailler dessus et de créer des groupes de travail en interne qui continuent en fait à évoluer vers des choses très intéressantes. Bien sûr. Donc là, clairement, quand vous racontez votre histoire, parce que c'est vrai que le côté transmission familiale, c'est à la fois très très bien, il faut que ça se développe plus encore que ce que ce n'est, mais d'un autre côté, c'est pas toujours simple. Donc vous, on voit bien que votre père a créé de toutes pièces, il a fait le business, vous apportez quand même autre chose, et là, vous êtes maintenant avec ce besoin finalement qui vous laisse totalement la place, même s'il est toujours un recours très important pour vous, il vous aide. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet enjeu de transmission fluide, équilibrée et sereine en quelque sorte ? C'est pas évident. Ouais. Au quotidien, c'est pas facile, surtout que ça peut avoir des impacts aussi sur la vie familiale. Aujourd'hui, on arrive à bien séparer quand même. En fait, maintenant, c'est interdit, on parle pas de travail quand on est en réunion de famille, donc comme ça, au moins, c'est réglé, pour éviter tout problème, surtout pour les personnes qui ne sont pas dans l'entreprise. Bien sûr. Après, il y a des jours où tout va super bien, donc on est super heureux de pouvoir échanger, de la présence, c'est top. Oui. Et quand il y a un point de discorde, là, c'est plus compliqué à gérer. On y travaille tous les deux, beaucoup. On a 2 forts caractères aussi, donc c'est un petit peu compliqué parfois. Mais on y travaille au quotidien. Je pense que une personne comme mon papa qui a créé ses entreprises, c'est pas propre à tout le monde, hein, je pense pas, mais en tout cas pour lui, il ne peut pas quitter ses entreprises définitivement, c'est pas possible, notamment pour le côté convivial du commerce, déjà. Donc, on a un gros travail à faire de savoir comment on s'organise tous les deux, qui prend la place qui est vraiment à faire quoi. Voilà, c'est plus ce sujet-là où il faut qu'on arrive à s'articuler. C'est très important, bien sûr, parce que pour l'avenir, pour la pérennité de l'entreprise, ça compte beaucoup quand même. Oui, donc, et puis je peux pas le mettre dehors. Non, vous n'avez pas envie de faire ça. Non, mais vous me disiez, c'était intéressant, vous me disiez que donc vous avez participé récemment à une réunion, justement, vous me parliez du CEDEF, que je ne connaissais pas, mais je me propose d'inviter le président du CEDEF un jour ou l'autre, qui est les entreprises familiales, donc transmission d'enfants. Exactement. Et vous avez échangé sur des sujets très similaires. Exactement. En fait, c'est un réseau national avec un groupe par département. Et dans les entreprises qui interviennent aujourd'hui dans le réseau du 44 dont je fais partie, l'animateur est l'entreprise Charrier Germain Émile. Et c'est une très grosse entreprise de BTP en fait dans notre région. Et c'est super intéressant parce qu'ils sont rendus à la 5e génération. Ah oui, bien sûr. Donc l'échange est très très riche en fait. On apprend beaucoup de choses. Et hier, on a fait une fresque sur l'entreprise familiale. On en apprend énormément. Et en fait, on a tous des histoires très différentes, que ce soit dans le même milieu ou pas. Finalement, c'est c'est passionnant et puis en même temps c'est très important parce que la transmission est très... on a besoin que les affaires se transmettent, qu'elles grandissent. On n'en a pas suffisamment des ETI, donc voilà. Écoutez, en tout cas, bravo. Merci. Tous mes voeux de succès. Et donc dans cet envol qui va continuer, qui va se poursuivre, et vous avez une légitimité totale. Ne vous posez jamais de questions sur votre légitimité parce que vous l'avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot. Au revoir. Merci.